Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette table ronde sur que racontent nos rites qui s'inscrit dans le thème Y croire. C'est le premier thème de cette saison du Liberté, saison 2023-2024. Un thème dans lequel on a déjà parlé des sorcières, on a déjà parlé d'envoûtement, de danse sacrée, de magie. Et ce soir, on va donc s'intéresser aux rites et aux rituels, qu'ils soient liés à des croyances religieuses ou plutôt populaires ou même imaginaires. Ils disent long sur nos préoccupations, sur nos sociétés, alors qu'ils soient partagés avec un grand nombre de personnes ou en famille, dans un petit groupe. Que racontent-ils? Que racontent nos croyances sur nous? Avec nous, pour en parler, nous avons Marie Boyac-Gironès, docteure en histoire médiévale et directrice de recherche au CNRS. Argiro Ciotti, metteuse en scène du spectacle Haute-Cologne. Olivier Martin-Salvant, metteur en scène et comédien du spectacle Péplum médiéval. Et puis Abdou Gnaba, philosophe et anthropologue. Alors nous avons tous effectivement des rites et rituels dans notre vie, de toute façon ça continue, que ce soit pour se lever, se laver ou s'habiller, des croyances qu'on se passe de génération en génération. Et les rites et rituels existent depuis la nuit des temps. On va en parler avec vous tout d'abord, Marie, directrice donc de recherche au CNRS, au centre Roland Mounier et à Sorbonne Université. Vous êtes une spécialiste des pratiques théâtrales. Le thème du théâtre et du rite, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Absolument, oui. Effectivement, le théâtre est un rituel. Alors, le rituel est un spectacle, on en parlera, mais ça, je laisserai Abdou parler de cette partie-là. Moi, je vais parler du théâtre. Et effectivement, le spectacle est lié au culte depuis les Grecs. Tout le monde sait que les tragédies étaient liées au culte de Dionysos. Le théâtre romain, ensuite, est lié au culte de Bacchus. Et puis, tout au long du Moyen-Âge, tout au long du Moyen-Âge, le théâtre est vraiment protéiforme, multiforme, etc. Mais il y a quand même une grande tradition de théâtre religieux. Mais après, ce que je dis toujours, c'est que le théâtre, même s'il est profane et de toute façon une expérience fondamentalement religieuse, dans le sens où le théâtre est là pour relier, religieux au sens anthropologique du terme, ce qui relie les hommes entre eux, ce qui relie les hommes à Dieu. Voilà, donc finalement, je ne suis pas sûre qu'il y ait un théâtre qui ne soit pas fondamentalement religieux. Et donc, à la fin du Moyen-Âge, il y a donc une grande tradition de théâtre liée aussi à des gestes religieux, notamment des mystères. Voilà, ça c'est en fait le dernier livre que j'ai écrit concerne les mystères. Et finalement, j'anticipe peut-être sur ce que... allez-y. On avait convenu de dire après, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que la scène contemporaine est à nouveau envahie, si je puis dire, de sacré, de rituel, de merveilleux, de surnaturel. Donc finalement, est-ce que la fonction sacrée est-ce qu'on est sorti de cette fonction sacrée du théâtre? En fait, je crois qu'on y est toujours. Alors justement, c'est ce qu'on voit un petit peu dans votre dernier ouvrage qui s'intitule Du mystère de roman 1509, une cité en spectacle, qui illustre vos propos tout à fait, puisque ça se passe donc en 1508 à Romans-sur-Isère, à la suite d'une sécheresse et d'un épisode de peste, où les habitants du village vont essayer de conjurer le sort, et on voit tout un site de rites et de rituels déjà mis en place à cette époque-là. Voilà, alors en fait, effectivement, mon livre porte sur un événement théâtral en particulier qui est extrêmement, qui est à la fois spécifique, mais qui est exemplaire dans ce que c'est que le théâtre au XVe et au XVIe siècle. Et en effet, donc, vous savez que la peste revient en Occident à partir du XIVe siècle et ne quitte pas l'Europe. Et on voit que on va monter des mystères. Donc les mystères, il y a deux
deux types de mystères, soit la Passion du Christ, soit on va monter effectivement le grand mythe fondateur de la chrétienté, la Passion du Christ, soit on va monter des vies de saints, selon le besoin des habitants. S'ils ont besoin d'une intercession, on va monter un mystère de Saint Sébastien, par exemple pendant la peste, Saint Sébastien et le grand recours. Et donc, faire du théâtre pour les habitants, c'est conjurer la peur, c'est se protéger, c'est protéger les vivants, c'est invoquer le divin, etc. Donc, un roman en 1509, après que la peste est passée, après la fin de la sécheresse, ils vont tenir leur promesse. Ils avaient promis à Dieu de jouer un grand mystère, le mystère des 3 seigneurs, des 3 saints patrons de leur ville. Et pendant un an, la ville va jouer, va préparer ce grand mystère qui sera joué pendant 3 jours à la Pentecôte. Donc c'est vraiment un geste votif. Et les grands mystères sont soit des gestes d'action de grâce, soit pour remercier, soit des gestes propitiatoires, pour être épargné de la peste. On a beaucoup d'archives qui montrent qu'on va monter du théâtre pour éloigner la peste. On a aussi, et c'est très intéressant parce que j'ai écrit ce livre en partie pendant la période du Covid, en partie pendant que nous étions confinés, et que le théâtre a été considéré comme accessoire par notre gouvernement. Et on nous a présenté ça comme si c'était le bon sens, que le théâtre était forcément accessoire. Or, il n'y a rien de plus historique que le bon sens. Là, c'est une période où, en période de crise et même pendant la peste, pour provoquer des émotions protectrices et transformatrices comme la joie, on va jouer un mystère, alors au dépit de toutes les précautions sanitaires, mais là, le geste salvateur qui est de jouer, de jouer ensemble et de jouer un spectacle pour Dieu et pour les saints prend le pas sur les précautions sanitaires. Voilà, donc ce grand spectacle est joué à Romans et donc, j'ai pu reconstituer. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que ce n'est pas tant la représentation qui est importante pour les acteurs du mystère, c'est toute la préparation. Voilà, j'ai essayé de faire basculer le regard vers le chantier spectaculaire. Et là, je pense que les acteurs et metteurs en scène ici ne me contrediront pas. On joue pour les spectateurs, bien sûr, mais on joue aussi pour soi. Et c'est bien... Toute la préparation du spectacle porte le sens aussi du spectacle autant que la représentation. Et du coup, ça éclaire quand même surtout le fonctionnement de ces sociétés à cette époque-là, l'époque de la modernité, qui était vraiment très basée sur les rites. Oui, bien sûr, oui. Et alors, effectivement, ce sont des sociétés extrêmement ritualisées. Le théâtre fait partie, et en tout cas ces grands mystères que je décrivais font partie, c'est l'acmé, si vous voulez, de toute une série de rituels, et le théâtre est le plus spectaculaire, le plus voilà, c'est le feu d'artifice de toute une série de processions, de gestes liturgiques, de gestes votifs, religieux. Et le théâtre s'inscrit vraiment là-dedans, comme geste salvateur. Et du coup, vous avez beaucoup travaillé avec Olivier Martin-Salvant pour, parce qu'il y a une connexion entre vos deux spectacles. Je rappelle que vous êtes metteur en scène, comédien. Vous avez été récompensé d'un Molière en 2022 pour Les Gros patinent bien. Les Gros ne patinent bien. Joué ici. Bien aussi, que vous avez créé avec Pierre Guillois. Vous avez été formé à l'école Claude Mathieu. Vous êtes artiste associé au 104 Paris et membre du Phalanstère, qui est donc du Phalanstère, excusez-moi, qui est donc une communauté d'artistes. Et vous concevez des spectacles collectifs, dont le Péplum médiéval, pour lequel vous avez fait appel à Marie pour justement, à propos des mystères, à propos des rites. Comment vous avez travaillé ensemble ?
On va répondre tous les deux. Non, moi je vais sur le spectacle qui va jouer cette semaine aux Libertés, le péplum médiéval. Mes premières questions à Marie, c'était est-ce que de nous éclairer ce qui était un mystère. On sait à peu près ce qui était un mystère. On se dit bon, c'est sur plusieurs journées, ça ne parlait. C'était assez rigide, c'était sur la religion et pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est que c'est une grande forme le mystère, mais dedans il y a plusieurs formes théâtrales. En fait, il y a les sottis, il y a la farce qui est enchâssée. En fait, il y a beaucoup de genres qui sont enchâssés dans le mystère lui-même. Et ça m'a beaucoup intéressé d'être dans des registres différents. Que dans une farce, il peut y avoir une prière. Il y avait même des effets spéciaux. En fait, c'était vraiment. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur. C'est là où on s'est rencontrés il y a 15 ans. J'avais travaillé avec Benjamin Lazare sur le Bourgeois gentilhomme, la comédie-ballet. On avait monté vraiment la forme originelle de la comédie-ballet, où vraiment le chant, la danse, le théâtre, on va dire vraiment l'ancêtre de la comédie musicale. Et on était avec beaucoup de baroqueux, des chercheurs qui nous aidaient, qui nous soutenaient. On jouait ce spectacle en plus de la même façon que les instrumentistes baroques qui travaillent sur des instruments d'époque, sur un geste du style baroque, les danseurs baroques, chanteurs baroques, tout le monde avait une technique baroque. Et les comédiens ont joué aussi en baroque. C'était une des premières spectacles. Bon, Eugene Green, qui a été le grand découvreur, qui est il n'aime pas qu'on dise qu'il est américain parce qu'il ne le supporte pas, mais c'est quand même, on va dire que c'est un artiste, c'est un chercheur français qui est né aux États-Unis. Mais Eugene Green, il a fait une grande recherche sur la prononciation restituée. Donc, sur le théâtre baroque, on dit le rouet, pourquoi. Donc, moi, j'avais du mal au début dans la création parce que je trouvais que c'était un peu c'était très cadenassé. J'y trouvais pas beaucoup de liberté. Et grâce à mon grand-père aveyronais qui me disait tiens en donnant un morceau de saucisson. J'y ai vu que la consonne finale et les an, c'était pas si éloigné. Et ce que j'ai aimé aussi, que c'était pas forcément les acteurs, c'était les orateurs qui parlaient avec une prononciation, avec une gestuelle. Il y a tout un glossaire de gestuelle qui a été développé. Et après, les comédiens, puis après, on s'en est emparé, les interprètes, et on a inventé, on a enrichi la matière baroque. Et en travaillant là-dessus, je fais une petite historique, et avec Marie, donc on s'était rencontrés à cette époque-là, mais un peu lointaine, parce que c'est une production à 60, j'avais 21 ans, et tu n'étais pas encore grande directrice des recherches du CNRS. Et après, moi, c'est vrai que j'en ai parlé un peu, mais j'ai voulu me demander, mais d'où vient cet humour français, cette question de la langue et du rituel aussi. Déjà, ça me questionnait. Sur la pluridisciplinalité aussi, d'où ça venait, cette chose où on pouvait enchasser les arts ensemble. Molière-Lully disait qu'il tissait les arts ensemble. Et après, j'ai travaillé sur le 16e, sur Tabarin et son maître, c'est début 17e, mais c'était du théâtre de Tréteau, on va dire. C'était vraiment les origines de la farce en France, sur le Pont-Neuf. Molière aurait vu Tabarin jouer avec son frère, qui étaient des bonimenteurs. Et après, donc, je travaillais sur Rabelais, ça a été un grand choc. On me disait que j'étais rabelaisien, donc je le prenais mal, parce que je suis gros et que je rigole fort. Et en fait, non, j'ai découvert que c'était l'humanisme et la pensée, et puis surtout l'humour français, tout ce qu'on nous cache. J'ai été assez éberlué qu'on nous cache Rabelais, qui devrait être dans toutes les discussions de chaque repas de notre vie. Mais bon, on va y venir. Et donc Rabelais, et après, pareil, comme un saumon qui remonte une rivière, je me suis posé la question du 14-15e, cette chape de béton qu'on a mis sur 1000 ans d'histoire. Je me dis, il y a quand même quelque chose en dessous, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai creusé, j'ai rencontré Marie, je lui ai parlé de ça, de ces choses de pluridisciplinalité, maintenant qu'on va dire que je fais comme travail. Et j'y ai découvert le roman de la rose, j'y ai découvert même le terreau de l'humanisme, cette neige qui fond, en fait. Et ça a été très bouleversant. Et mes questions, très vite, c'était c'est quoi la farce médiévale où on y voit quelque chose comme Rabelais, de Paillard, Viandard. Et elle m'a fait découvrir la littérature médiévale, la pensée médiévale et l'esprit merveilleux, l'esprit du merveilleux, la couleur aussi, qu'on nous faisait croire que c'était tout marron et sale. Et ça a été vraiment un grand bouleversement de découvrir. Alors, j'aurais pu plonger jusqu'au 7-8e, mais c'est vrai que la langue est très complexe et je voulais pas faire une pièce médiévale, je voulais plutôt faire une pièce médiéviste, qu'on se questionne cette période et qu'on re-questionne avec des artistes contemporains cette période-là. Et donc, avec Marie, on s'est posé beaucoup de questions. Les codes de jeu aussi, ça m'a beaucoup questionné, parce que, comment on posait un rituel. Je lui ai raconté aussi... parce que j'ai travaillé 10 ans avec Valère Novarina, qui est un auteur vivant. Peut-être que je fais déjà des trucs d'après, excuse-moi. Mais... Et donc, Valère Novarina, qui parle beaucoup du rituel. Moi, pendant 10 ans, je travaillais avec lui. Il disait, il faut poser une pierre. Et là, on dit pierre de mon crâne, voici ma pensée. C'est quelqu'un qui travaille sur, on va dire, la déstructuration de la langue. Et comme si
il questionnait les strates inférieures de la communication. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Lui qui est beaucoup allé au Mont Athos, on en discutait, qui allait voir la croyance pure. Après, je lui ai dit, mais est-ce que c'était que religieux? Je dis non, les farces, elles pouvaient vraiment bousculer. Il y avait ce que j'ai beaucoup aimé comme anecdote que tu as raconté, c'est qu'il y avait saint, tu sais, là, le vol avec un saint, et en même temps, c'est-à-dire l'interaction, parce qu'il y a un artiste suisse-allemand qui s'appelle Christophe Marthaler, qui travaille beaucoup sur des pans de jeux, il peut se passer plusieurs choses en même temps. Au cinéma, on est obligé de faire des zooms, mais au théâtre, on peut se permettre de faire plusieurs choses en même temps, et le spectateur est libre, c'est lui qui laisse la focale grande ouverte. Et du coup, je lui ai posé la question de ces énormes plateaux, comme ça, où il se passait plusieurs choses en même temps, et le tragicomique aussi, qui était plus du dramato-farcesque que j'ai découvert, qu'ils allaient vraiment profondément dans le drame et la farce. Et cet écartèlement m'a intéressé. Et donc ce saint qui s'envole, qui fait un peu pleurer les spectateurs, et tout d'un coup un petit diable qui doit aller chercher un boulanger, et il doit lui prendre son âme, et le petit diable court, Satan lui dit de monter, et le petit diable voit le boulanger qui fait un énorme paix, et donc ils ont fait un très bel effet où le paix virevolte, et donc le petit diable prend ce paix, l'amène en enfer, et donc Satan l'ouvre en deux en disant qu'il ne fallait... effet spécial. Et ça, je trouvais ça intéressant, le paillard, l'érudit, en fait, le tragicomique et spirituel, cette trinité-là. Et je lui racontais à Bali comment je voyais des gens qui bénissaient avec de la nourriture la piscine pour leur remercier le robot nettoyant. Toute cette chose du rite, de la tradition. Et puis Novarina nous dit arrêtez soyez plus bêtes que ce que vous faites, procédez au rite, c'est tout, vous n'avez rien d'autre à faire les acteurs. Je trouvais ça intéressant pendant 10 ans où nous on arrivait, on disait au public mangeons-nous les mains, nous les humains, et les gens éclataient de rire. Je ne savais pas trop pourquoi, mais c'était un truc entre l'auteur et puis ce code, cette utopie qu'est le théâtre, où on instaure un code, comme peut-être ceux qui ont vu Les Gros patinent bien, où tout d'un coup on dit un carton, il y a un fjord et une cabane, puis les gens partent, et c'est une question d'un code de jeu, quoi. Et donc voilà, avec Marie, j'ai énormément posé de questions. Mais alors, on pouvait faire ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu t'as répondu à ce que tu pouvais, parce qu'on n'a pas tout écrit sur Word. Donc évidemment qu'à un moment, il y a de l'interprétation, hein, comme sur le 17e, où il faut aussi prendre des libertés. Oui, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'on a suivi vraiment les codes de l'époque, ou est-ce qu'il y a eu quand même une partie de création et d'imaginaire? Alors les codes, on ne les connaît pas, et finalement, moi, c'est en les regardant travailler que je fais des hypothèses. Le travail, il est évidemment dans les deux sens. Moi, de regarder, j'ai travaillé avec d'autres artistes, mais de regarder Olivier travailler, de regarder des artistes s'emparer des textes du 15e, du 16e, ça me permet évidemment de développer des hypothèses. Parce qu'il n'y a pas de texte théorique, je ne sais pas... je veux dire, c'est un théâtre très gestualisé, c'est un théâtre codé. Voilà, ça, ce sont des hypothèses qu'on peut faire d'une façon assez ferme. Mais maintenant, l'historien travaille avec tout ce qu'il peut, et les voir travailler, bien sûr, les voir s'emparer de ces textes, même s'ils sont retravaillés par un auteur contemporain, par un auteur vivant. Moi, ça me permet, bien sûr, parce qu'en fait, effectivement, ce qui est formidable, j'ai pas vu le spectacle, mais j'ai vu les répétitions, c'est qu'il y a quelque chose d'incorporé, en fait, chez Olivier. Voilà, je vois bien que le jeu médiéval est en lui, donc d'une certaine façon, ça me permet de faire des hypothèses. Voilà. Donc les échanges, ils sont bien sûr dans les deux sens. Spectacle qu'on pourra voir mercredi, jeudi, vendredi, on en reparlera aux Libertés. On va s'intéresser, puisqu'on voit que ces rites et ces rituels sont très présents dans le médiéval, mais ils sont encore aussi très présents dans la société contemporaine. On va voir ça avec vous, Abdou Gnaba. Vous êtes donc philosophe et docteur en anthropologie sociale, c'est-à-dire que vous étudiez l'humain. Vous êtes enseignant à l'Université de Strasbourg, directeur du Sociolab, c'est un laboratoire avec lequel vous travaillez sur la société de consommation, professeur également à l'ESSEC, qui est une école de commerce de Strasbourg. De Paris. Et... Oula, de Paris ? Cergy-Pontoise. Oh là 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 là, Cergy-Pontoise. Oui, je sais. Ça me permet de faire un test micro, Cergy-Pontoise. Là, vous faites oh. Et vous allez nous aider à faire la différence entre rite rituel et... Je suis née à côté de Cergy-Pontoise. C'est pour ça. Vous allez nous aider à faire la différence entre les rites rituels et les habitudes. Alors, vous allez en vacances en novembre en Suède, vous êtes né à côté de Cergy. Il faut qu'on parle après la conférence. Hein. Je voudrais d'abord saluer le public qui
qui vient quand même un lundi soir, alors qu'il fait super beau et super bon, discuter de rituels, vouloir parler de théâtre et écouter des intellos qui se plaisent, parce que nous, on a commencé, on aurait pu continuer comme ça. Moi, je m'étais perdu, vous avez vu, tellement ça me passionne. Alors, puisqu'on a pu en parler un petit peu avant, je vais prendre une petite partie du sujet, et puis chacun en aura un autre bout. Le rituel, c'est ce qui fait l'humain. Reprenons ce que c'est que l'humain. L'humain, c'est un jeu de miroir. Le JE est un jeu JEU de miroir. S'il n'y a pas un autre sapiens un jour, je vais parler vite, mais n'essayez pas de tout comprendre. C'est comme de la musique. Je le dis vraiment. On est sur une scène de théâtre. Le jeu JE est un jeu JEU de miroir. S'il n'y a pas un autre sapiens un jour qui me regarde, jamais je ne peux être un sapiens, parce que je ne peux pas me reconnaître au fait que j'ai un nez et pas une truffe, que j'ai 5 doigts à la main, 4 avec 3 phalanges, 1 avec 2 pour faire la pince, etc. Donc à partir du moment où j'en vois un autre, je peux me dire, tiens, je ne suis pas comme les autres singes. Les enfants élevés par des loups, les enfants sapiens élevés par des loups, sont des loups handicapés parce qu'ils essayent de marcher à 4 pattes, mais qu'ils n'y arrivent pas. Donc il faut être 2 pour être un être humain. Et ça, c'est le principe, c'est la mythologie d'Adam et Ève. Et là, il faut être 3 pour faire une société, pour que les rapports de pouvoir se mettent en place, de jalousie, etc. Mais vous commencez à comprendre que Sapiens est un grand mythomane. Je ne lui ai pas dit que j'allais dire ça en préparant, sinon elle m'aurait dit non, on ne peut pas. Sapiens est un mytho, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un être de fiction. La réalité est tellement énorme qu'il nous faut trouver notre place, rien que notre place est juste notre place, dans un monde qui nous ignore. À partir de là, on a 2 solutions, soit l'absurde, et alors on vit en se laissant porter, soit mettre en place des rituels, et le rituel vient du latin ritus, qui vient lui-même d'un sanskrit, qui nous dit ordre prescrit, donc ordre. Et rappelons-nous que chez les Grecs, ma voisine étant grecque, je me permets de la montrer, cosmos veut dire ordre. Donc le rite, c'est un ensemble de gestes, de paroles, de codes qui va nous permettre de nous situer dans le monde de façon horizontale et verticale. Horizontale, en accédant à un rite, je me reconnais comme faisant partie d'une communauté. La communauté des gens d'esprit, on peut parler de Rabelais, après s'être dit bonjour, bon, c'est normal, on peut pas aller très vite à ça. Et dans l'ordre de la nature, voilà quelle est ma place. Je suis maître et possesseur peut-être, ou alors je fais partie d'eux. N'essayez pas de sauver la planète, c'est une idiotie. La planète a vécu sans nous, vivra sans nous, essayons de sauver le vivant dont on fait partie. Et vertical. Vertical, ça veut dire il y a d'autres types de monde, il y a cette fiction, il y a cet imaginaire. Je ne parle même pas encore de sacré. Je veux juste dire que le monde que je me raconte me dépasse. Et les rituels, à la Durkheim, pour les étudiants qui sont là, ou ceux qui s'y sont intéressés, c'est l'organisation de l'espèce humaine par rapport à ce qu'il va juger comme étant sacré. C'est quoi le sacré? Le sacré, c'est ce qui vous dépasse sans vous écraser, c'est ce qui vous englobe sans vous noyer, c'est la goutte d'eau qui se sent appartenir à l'océan. Eh bien, pour faire ça, il faut faire un rituel. Ce rituel nous permet, horizontalement, d'atténuer l'angoisse du temps linéaire. Je nais, je meurs. Le monde est absurde, je n'ai pas de souvenir de ce qu'il y avait avant, et sauf ma croyance, je ne sais pas ce qu'il y aura après. D'accord. Eh bien, parce que le rituel est quelque chose qui revient et qui revient et qui revient encore, il y a un moment où je peux lâcher cette vision eschatologique, verticale ou horizontale, justement, de ma naissance et de ma finitude. D'ailleurs, si vous avez un enfant ou si vous avez eu des enfants, sachez qu'il vaut mieux lui dire je viendrai te voir tous les 3 jours, imaginons que vous soyez marin, il y en a ici, j'imagine, et je te verrai tous les 3 jours, plutôt que de venir tous les jours, mais pas à la même heure. Ça crée une angoisse terrible. Ben, le rituel, c'est fait pour ça. C'est donc un cercle qui atténue le temps linéaire. On est d'accord? Là, je suis sur l'horizontal. Je vais passer au vertical. Ben, ce cercle, ce n'est pas la répétition exacte des gestes du passé. Je ne vais pas te voir, mon enfant, tous les jours en te faisant le bisou au même endroit et en te disant les mêmes choses. Je peux. Mais il se passera toujours quelque chose puisque je t'élève dans un environnement qui de toute façon bouge et tu t'en rends bien compte. Mais ce cercle se transforme en spirale. Et cette spirale nous élève dans un monde que l'on pense ordonné et fait en sorte que ce cercle puisse aller vers le haut ou vers le bas. Et voilà comment je passe de 2 dimensions à 3 dimensions. Mais alors justement, les rites et rituels s'appuient à la fois sur le passé et évoluent en même temps avec les époques ou les générations. En fait, regardez, Covid, rituel d'interaction, on doit se saluer. Pourquoi c'est important de se saluer? Je vais le faire à l'envers. Vous parlez à quelqu'un, puis hop, il répond au téléphone, ou vous l'avez connu ça, hein, vous lui serrez la main, puis il vaut mieux qu'il ne vous la serre pas, mais il vous la serre molle, un peu comme ça. Regarde.
Qu'est-ce qui vous énerve là? C'est qu'il ne reconnaît pas l'humanité qui est en vous. Donc on ne se regarde pas dans les yeux. Donc il y a un moment où il ne vous regarde pas dans la face, il ne vous reconnaît pas comme humain. Hop, je reviens au tout début. Le jeu est un jeu de miroir. L'essentiel, c'est d'être reconnu. L'identité n'est rien. Qu'est-ce qu'on fait aux humains qu'on veut punir quand il n'y a plus de peine de mort? On les isole. C'est la pire des punitions. Donc voilà que cette salutation est très importante. Bon, on n'avait plus le droit ni de se faire la bise, ni de se serrer la main. Regardez comme le rite a évolué. Check. Mais c'était très important de pouvoir passer de la reconnaissance par ce qu'on avait l'habitude de faire, des rituels que vous prenez pour des coutumes ou de la politesse, et qui pour un anthropologue est un rite de reconnaissance et d'acceptation, de vivre ensemble. Je suis là parce que tu es là, on se reconnaît, on fait communauté. Eh bien, le rite a changé. On est passé du serrage de main ou de la bise au check. Et les rites, on l'a vu, il y en a beaucoup dans le théâtre, il y en a beaucoup partout en fait. C'est pour ça que je m'étonne, avec plaisir, qu'il y ait des gens qui s'y intéressent encore, parce que moi qui travaille sur la société de consommation pour montrer ces conditionnements, ici des conditionnements, je ne cesse de penser à Coluche, grand philosophe du XXe siècle que les plus jeunes ne peuvent pas connaître. C'est un grand philosophe que le monde entier nous envie et qui disait, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter cette merde pour qu'on ne la produise plus, je me pose la question de savoir pourquoi ils le font. Bon, ben, l'anthropologue va vous dire que, au-delà de différentes créations du désir, les marques les plus fortes, les marques portent un logo. Le logo, c'est la parole. C'est la parole. Et la parole, donc, c'est toute une croyance. D'accord? Eh bien, on va prendre l'exemple d'Apple, très brièvement. Faites comme ça, tout va bien. Regardez. Donc, hein, la pomme croquée. C'est quoi la pomme croquée? On va aller vite. La pomme de la connaissance. Et vous vous rappelez qu'avant que ça devienne blanc ou je ne sais plus quoi, il y avait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ce qui permet symboliquement de passer de l'état le plus lourd à l'état le plus léger. Pour faire le petit prince, etc. Bon, ça va. Donc je vais t'offrir un outil qui va t'offrir la connaissance, puisque tu as croqué. Et en même temps, c'est un petit peu coquin, parce qu'il ne fallait pas. Hein. Mais tu es donc retombé dans ce monde. Paf, mythologie. Vous me suivez? Mythologie fondamentale. Ça, c'est mon maître, Richard Potier, qui a pu le montrer. Tous les mythes fondateurs ont la même structure. Alors, pas structuralistes comme Lévi-Strauss, en tout cas, ont une narration commune. Je vous la fais courte. Au début, il y a une unité. Ensuite, il y a une cassure. Il y a un haut. Il y a un bas. Le principe de l'humain, c'est de retrouver l'unité. Il y a des animaux intercesseurs qui vont vous mettre sur la voie. La voie, c'est ce qui vous permet de tirer votre vocation. Donc, ce n'est pas le chemin. Hein. C'est ce qui résonne en vous et qui vous fait vous élever. Et des médiums, des chamans, des guérisseurs. Donc, le médium, c'est celui qui... c'est le diplomate, quoi, hein, qui est entre les deux mondes. C'est pas sympa hein, comme rôle. Hein, parce que tout le monde... Ah, t'es chaman. Je suis pas chaman, moi. Je veux pas prendre des coups. Voilà. Donc, tout le monde dit la même chose. Eh bien, le mythe sur lequel s'appuie cette pomme, donc Apple, va aller jusqu'au bout et elle va s'adapter à notre monde contemporain. Comment il vendait Steve Jobs c'est iPhone, moi, phone. Hein. Bon, ça veut dire ça, hein, si je traduis. Moi. Comment il le vendait? Ça s'appelait comment? Ça s'appelait des grands-messes. Alors, vous voyez, un personnage qui va entrer ici, maigre, austère, habillé pauvrement, avec beaucoup d'humilité, qui va vous regarder. Il va écarter les bras en croix, comme ça. Et il ne va pas vous parler du moteur, de la technique de son produit. Il va faire ça avec son doigt. Il va vous montrer que c'est complètement magique et que grâce à ça, il va vous ouvrir le cloud. Bon, ben voilà, on est dans Michel-Ange, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi les gens font la queue pour avoir le premier iPhone. Mais oui, ils font la queue parce que même s'ils savent qu'ils n'auront pas le premier, tout se passe comme s'il fallait être au plus proche possible de la source. Puisque le porteur de parole est arrivé, et Massier, porteur justement d'une grande lumière, avec un seul outil qui va vous ouvrir le monde du dessus, eh bien vous avez intérêt à aller acheter, non pas juste le téléphone, mais aussi la boîte. Qui a gardé sa boîte d'iPhone? Peut-être pas vous ici, mais ceux qui sont conditionnés par cette société, je peux vous assurer qu'ils ne la perdent pas. Hein. Ouais, on ne sait jamais, c'est pour la garantie. Non, ça fait partie du package magique. Les rituels sont donc là pour séquencer notre vie et nous rappeler qu'il est insupportable de la vivre sans merveilleux, mais que ce merveilleux est toujours spectaculaire, il est toujours théâtral, il a toujours un décorum et il nous permet de nous faire vivre un événement en se disant là j'éteins mon téléphone, là je me racle la gauche, là je vais sortir du temps et vivre quelque chose d'atemporel.
Alors, vous avez parlé de la Grèce dans votre... comme ça. Je vais présenter notre dernière invitée, Argy Rocciotti, qui vous êtes une metteuse en scène. Il va falloir. Il va falloir. On va trouver des angles. Metteuse en scène et comédienne grecque, diplômée de l'Université de Provence et de l'École supérieure d'art dramatique à Athènes. Vous avez créé votre compagnie Vassistas à Marseille. Et puis, vous avez décidé d'aller vivre et travailler en Grèce, à Athènes. Vous êtes actuellement en tournée pour une création, la création Haute Colonne, que vous présenterez aussi ici demain soir et que vous avez créé avec le scénariste Eftimis Philippou. Très bien. Voilà. Et donc, on l'aborde ça parce que c'est l'histoire justement de 5 femmes qui vont décider de parler aux défunts. Comment vont-elles s'y prendre? C'est pareil, il y a de la magie. Hein. Oui, tout à fait. On a écrit cette pièce, Haute de Cologne, donc juste avant Covid, avec Eftimis Philippou, qui est un ami. Donc, après des longues discussions où on jette comme ça un sujet. Et pour moi, je vous dis d'abord ça, le théâtre, et je cherche toujours à créer ça, c'est une expérience pour les spectateurs et aussi pour soi. Donc, je cherche à chaque fois à créer une expérience. Qu'est-ce que ça veut dire expérience? Quelque chose qui passe par les sens, qui passe par les corps et qui fait, c'est ce que j'essaye, qui va vers un théâtre que j'appelle arbitrairement, comme ça, moi, un théâtre holistique, c'est-à-dire total. Donc, qui passe par l'intellect, mais qui ne reste pas là. Qui peut ouvrir au moins un espace, la possibilité à quelque chose d'autre, vers l'au-delà, une expérience transcendantale, je dirais. C'est des gros mots, je sais, mais c'est ce qu'on cherche à faire sur scène. Et sur ce spectacle-là, donc avec Eftimis, on a abordé le sujet des morts, justement, de la communication avec nos morts, sous la forme des lettres. Donc aussi la question de la transcription et surtout la croyance à quelque chose de merveilleux, justement, à quelque chose de mystérieux. Comment on communique dans nos vies avec ça. Donc, juste très vite, sur le spectacle, il y a un chœur de femmes, donc dans une sorte de laboratoire étrange où les gens y vont pour communiquer à travers les lettres, une lettre qu'ils ont écrite avec leur mort. Donc, comment eux, ils parlent dans un masque et après, les mots se transforment en images, en dessins, et après, les images se transforment en un parfum, en une eau de Cologne, justement. Et c'est ça qui arrive, donc l'odeur, l'eau de Cologne, à communiquer. Évidemment, c'est une histoire absurde. Donc, on pourrait dire même que c'est, et on le traite de cette façon-là, dans une sorte de comédie un peu noire, mais c'est une comédie parce que c'est absurde. Néanmoins, les femmes et l'homme qui rentrent pour communiquer croient vraiment à cette absurdité, croient aux règles de jeu et croient que ça peut arriver. Donc, ils laissent la place à ce qui nous dépasse apparaître, être là. Et le rituel, pour moi, juste pour continuer, donc oui, c'est forcément lié aux mythologies. Et je pense que le théâtre, en effet, est là. Moi, j'ai besoin de chercher ça en faisant du théâtre, à créer de nouvelles mythologies. Donc, je pose une question, est-ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui sans mythologie? J'aurais tendance à répondre non. Moi, je peux connoter un autre philosophe que j'ai lisé là récemment, Joseph Campbell, qui à peu près décrit cette même, le rapport avec les mythologies, justement. Oui. Et
Et il dit que pour les sociétés, pourquoi on a besoin donc les mythologies, quel est l'objectif, le but des mythologies, à quoi ça sert? Donc le premier objectif, il dit, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a le mystère, le merveille. Après, deuxième objectif, de chercher à communiquer avec, à le faire entrer dans notre vie quotidienne. Et de le faire, troisième, en harmonie. Donc, pouvoir échanger et prendre donc de la verticalité pour l'horizontalité. Et après, donc, à travers les mythologies, pouvoir passer justement de l'enfance à l'âge adulte et aller vers la mort. De façon... Quoi, et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, les rituels présupposent les autres, le commun. Et le théâtre est un outil, on peut le voir comme ça, un espace qui peut ouvrir des lieux pour ce commun, pour que ça arrive. Et aussi, un autre élément que je voulais juste comme ça rajouter à la discussion, c'est qu'il y a toujours par le commun, c'est-à-dire on est plusieurs à faire quelque chose. Hein. Je ne suis pas seule à faire quelque chose, mais plusieurs, et on cherche aussi quelque chose. Il y a la demande de quelque chose, et cette demande s'adresse au mystère, à quelque chose qui est en dehors de notre contrôle. Je pense que c'est à ça que ça revient, c'est-à-dire à ce qu'on ne contrôle pas. Et qui est là, parce qu'on sait que c'est là. Et j'arrête? Non, c'est pas mal. Alors justement, est-ce qu'on peut vivre sans croyance, sans rituel? On l'a vu, les croyances, les rites, les rituels nous aident à comprendre, nous aident à ne pas avoir peur. Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Ils sont tellement nombreux aujourd'hui dans nos vies de tous les jours que... Si tu crois, tu crois. Voilà. Croyance et croissance sont complètement liées. Évidemment, on peut ne pas croire, mais l'anthropologue, c'est le mécanicien du monde. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas à la mécanique et aux hypothèses de travail. Mais nous, on déconstruit, on dit, bon, il y a un moment, de toute façon, vu qu'on considère Sapiens comme un grand mythomane, donc un être de fiction, pour le dire comme ça, un être de récit, à partir de là, il faut savoir se projeter. Vous savez, retournons juste la phrase des évangiles. Aime ton prochain comme toi-même. Mais ton prochain, c'est aussi ton prochain toi. Si tu n'es pas capable de te rêver, si tu n'es pas capable de t'imaginer, comment tu veux aller vers quelque part? Là, je vais reprendre mon hypothèse des sociétés humaines à l'aune de la société dite de consommation dans laquelle nous baignons tous. C'est ce que j'appelle les 3 pros: protéger, projeter et progresser. Un sapiens a d'abord besoin de savoir que sa famille va survivre, même avant lui, etc., de lui. Et ce n'est pas du tout la pyramide de Maslow, parce que par définition, c'est une pyramide. Ce n'est pas du tout ça, puisque vous avez bien compris que tout est cyclique. Alors, ok, je me protège. Une fois que je suis protégé, je suis à un point. Là, je peux me projeter, jeter devant. Donc, je peux me projeter. Et donc, faire des plans, hein, sur la comète ou pas, mais en tout cas, faire des plans. Et notre société déritualisée, notre société qui ne croit plus, justement, hein, finit par se considérer comme des objets. Nous sommes des êtres performatifs et donc il y a une cause, je suis la conséquence de cette cause. Ben voilà, tu as eu ça, c'est parce que tu as travaillé. Mais non, tu as eu de la chance aussi, tu vois. Il y a un moment, et puis c'est aussi parce que tu avais peut-être envie. Et cette envie, c'est la différence, c'est ce que vous disiez, ce que tu disais, entre le besoin et le désir. Parce que c'est quoi le rituel? C'est juste d'encadrer notre véritable moteur, qui est le désir. Et c'est quoi le désir? Je vais venir sur le 3e pro, je vous tiens en haleine. Hein. Rappelez, il y a le point et il y a la ligne. Vous devez imaginer déjà ce qui va manquer. Le désir, c'est le plus beau mot de la langue française avec le mot enthousiasme, je pense. Désir, desiderare.
Dépressif, dépressif, plus de pression, déprécié, je n'apprécie pas, déshabillé, j'enlève les habits. Sidérare, sidérare, ça donnait si douce. Sidéral, c'est l'étoile, c'est le regret de l'étoile. Donc le principe du Petit Prince, est quand même le deuxième livre le plus lu après la Bible, donc il y a une symbolique qui parle à tout le monde, c'est effectivement de retrouver son étoile. Mais pour ça, il faut se ritualiser. Il faut se ritualiser justement pour ne pas se diluer, pour ne pas affronter justement ce monde qui nous ignore et qui est de toute façon beaucoup plus grand que nous, passer d'un ordre quel qu'il soit, d'une fiction, quelle qu'elle soit, pour pouvoir arriver au troisième pro. Vous avez cru que j'avais oublié le troisième pro. Protéger, projeter, la ligne, le point, progresser. Alors, c'est un grand mot. C'est un grand mot parce que mes collègues Gérald Bronner, sociologue, et Étienne Klein, collègue ami, physicien, ont montré que c'était un mot qui avait été dégagé de tous les discours politiques sur les 20 dernières années pour être remplacé par innovation. Bah oui, progrès, voilà, sauver la planète et puis progrès, quoi. La machine. Pourquoi ? Parce qu'on s'objective tous. Il n'y a plus de croyance. Donc, s'il n'y a pas de croyance, il y a juste une mesure quantitative de ce que je peux produire. Et alors, je deviens une chose, d'ailleurs. Combien tu t'appelles ? Combien tu vas aujourd'hui ? Combien il fait beau ? Donc, tout est combien. Et on oublie donc la progression qui est l'élévation. Et donc, le troisième point. Projeter et progresser, c'est un alpiniste qui fait ça sur un mur lisse. Il s'accroche. Il monte d'un mètre, il s'accroche, il monte d'un mètre, il a oublié la montagne, et pourquoi il monte ? Pour aller en haut de la montagne, il y a un moment, il faut la rêver. Il faut imaginer ce qu'il y a de l'autre côté, il faut imaginer son plaisir en train de regarder le paysage, il faut s'imaginer quelque chose. Or, si vous continuez à justement ne croire en rien et à ne mesurer que votre valeur à l'aune de ce que les autres vont dire de vous et de ce que vous avez produit, vous perdez votre dignité. Marie-Olivier, on l'a vu, il y avait pas mal de rites dans le théâtre médiéval. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup, des rites, en tant qu'acteur notamment, des rites dans le théâtre, ça existe toujours beaucoup. Oui, non, mais ça me fait penser, encore pour citer Valère Novarina, il y a une phrase qu'il a écrite qui dit l'homme vient voir l'homme regarder l'homme. C'est une phrase que j'aimais bien. Après, l'homme n'aurait jamais dû venir voir l'homme, venu regarder l'homme. Mais cette phrase, cette chose, l'homme vient voir l'homme regarder l'homme, il y a quelque chose comme ça on va dire de la pureté même de l'acte en fait théâtral, et puis même de la rencontre. Quand tu parles du Néandertal, cette chose-là, quel était l'échange, qu'est-ce qu'on retrouve sur les peintures dans les grottes, il y a cette chose-là en fait, de poser la main, on s'est rendu compte c'est l'endroit où il y avait l'écho en fait, et que c'est des actes qui étaient posés. Et c'est vrai que au théâtre, il y a de très grands théoriciens, on pourra en parler, qui parlent que c'est un rituel, qui tient. Nos théâtres sont pleins. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez époustouflant là-dedans. On dit toujours que le spectacle vivant, comment ça se fait que ça tient ? On nous annonce notre mort depuis très longtemps quand même si Internet et tout ça, mais de toute façon c'est ça, c'est que c'est un acte complètement utopique. C'est vrai que c'est comme assez bouleversant. Qu'est-ce qu'on convoque aussi au théâtre ? Dire que j'en parlais là j'étais à La Rochelle hier pour jouer Les Gros patinent bien, et à un moment il y a une actrice qui sort d'une école de Bordeaux, une école supérieure, et qu'elle dit mais c'est incroyable comment les gens reçoivent tout, ils comprennent tout. Je dis bah oui, mais en fait là l'acte que vous faites, c'est que vous sciez pas du bois, vous êtes assis dans une salle, votre puissance, on va dire, de vie, et voilà, vous laissez le cerveau tranquille, et puis qu'est-ce que vous recevez en fait de ce qu'on vous raconte ? J'aime beaucoup quand tu dis vous inquiétez pas, là l'expérience, vous n'allez pas tout comprendre, vous allez recevoir que la moitié, mais c'est cet étalage qu'on ouvre, et puis voilà, il y en a qui vont se ruer sur les pommes et d'autres qui vont plutôt prendre les noisettes. Je sais pas comment dire, mais c'est quand même une utopie folle en fait, cette chose du rituel qui se tient comme ça. Moi je parle avec des acteurs qui ont 95 ans. Là j'ai parlé avec Bernard Sobel la semaine dernière, qui était venu voir la première de Novarina, et qui me dit oui, c'est vrai que Bertolt Brecht me disait ça quand j'étais avec lui, ce temps compressé comme ça. C'est-à-dire que Novarina, il dit aussi, bon je le cite souvent, c'est vrai que c'était une grande rencontre, il dit mais le Christ, non, mais c'est 100 vieillards, c'est 100 centenaires qui se tiennent, pas 100 centenaires, c'est 10 centenaires qui se tiennent la main quand même. C'est quand même prodigieux de se dire ça. Non, 20 centenaires, excusez-moi, pour être bon en mathématiques. Mais 20 centenaires qui se tiennent la main, voilà, c'est... Je sais pas comment dire. Voilà, par exemple, j'ai dit des textes de François Rabelais, et voilà, je crois que tu comprenais à peu près. Voilà, un demi-millénaire que ça a été écrit. Je te redirai un petit peu, je pourrais dire.
Non, il dit que fuis les compagnies des gens à qui tu ne veux pas ressembler. Je trouve que c'est pas mal, ça. Une phrase de Rabelais d'il y a 500 ans. Elle est toujours d'actualité, je trouve. Mais voilà, mais c'est vrai que cette question du rituel, du rite, de la question... Bah voilà, moi je me suis toujours dit que si des extraterrestres arriveraient, qu'est-ce qu'ils trouveraient le plus bizarre? C'est que ces gens se retrouvent à la même heure, font les mêmes gestes au même moment. C'est-à-dire que des spectacles, ça joue sur 1 minute, je sais pas ce que tu en penses, mais entre une représentation, ça joue presque à 45 secondes, 1 minute. Et à la fin, les gens tapent dans les mains et des gens font ça. C'est quand même quelque chose de fascinant quand même, de se dire que... C'est quoi ce rituel-là? Il est quand même très bizarre. Et ils ont instauré, ils l'ont codifié, tout ça. Comme nous, on a pas mal travaillé sur ce théâtre du 17e avec la prononciation En fait, par exemple, moi, dans l'art, je me suis rendu compte, même dans la peinture, la sculpture, c'est que de la contrainte naît une grande liberté. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant, de me rendre compte qu'on pourrait dire que la contrainte tue l'art et tue le rituel, mais au contraire, en fait, un cadre, même assez rigide, permet une envolée de l'esprit et de la pensée. Oui, ça s'appelle le jeu. Et finalement, j'avais envie de vous faire parler de la question du rôle, hein, parce que dans le rituel, il y a le jeu de rôle. Oui, en tout cas, effectivement, le fait de... Quand même, ce qui se passe au théâtre, c'est que vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je sais qu'une des discussions, qui n'est pas forcément la plus intéressante, hein, avec mes collègues pour savoir si c'est du théâtre ou si c'est du rituel, etc., c'est bien la question de la conscience de celui qui officie, de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ce rôle est-il fictif? Jusqu'à quel point l'acteur joue complètement un autre, etc. C'est aussi des questions qui, je ne suis pas sûre que ce soit les plus intéressantes, hein, mais toute la question est de savoir si le théâtre c'est du rituel. Enfin, oui, le théâtre c'est du rituel, c'est sûr, mais enfin, il y a toute une tradition historiographique qui essaie de séparer le théâtre du rituel. Le vrai théâtre, ce serait ce qui justement n'est plus du rituel, qui serait du pur divertissement. Bon, à partir du moment où le théâtre est du divertissement, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Mais n'empêche que c'est bien la question aussi de la conscience de l'acteur, de jouer un autre que lui, etc. Enfin voilà, c'est un peu confus, mais quand même la question du rôle, à mon avis, elle est importante. Moi aussi, excuse-moi. Vous savez, oui. Vous savez, je viens de la Grèce, et c'est vrai que l'Antiquité est bien présente partout, dans nos vies, dans notre enfance. C'est vrai que les tragédies grecques ont grandi avec, c'est vrai. Mais quand je suis sortie de l'école, c'était impossible pour moi de traiter des sujets ou même une tragédie grecque. C'était impossible. Pourquoi, du coup? Après, j'ai commencé petit à petit et même j'ai monté, je fais beaucoup de choses, mais parce qu'il y a le danger de rester dans quelque chose qui devient formel, si je le dis bien, c'est-à-dire quelque chose qui reste figé dans un souvenir de rituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment on peut inventer les rituels? Comment on peut aujourd'hui revivre les mêmes? C'est-à-dire tout en gardant, évidemment, ça passe. Les rituels, il est bien lié au passé, non? Je veux dire, ça vient souvent de quelque chose qui laisse ses traces et qui vient jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, comment réinventer sans copier? On va se tourner vers vous parce que j'imagine qu'il y a pas mal de questions, vu qu'on a dit beaucoup de choses. On pourrait en parler encore beaucoup, très longtemps. Mais peut-être vous avez des questions dans la salle parce qu'il y a tellement de pistes sur lesquelles on peut s'interroger. Oui, bonsoir. Moi, je me pose la question sur l'origine des rituels. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du salut. Est-ce qu'on arrive à remonter jusqu'à l'origine? Comment, à un moment donné, une troupe se dit, tiens,
quand on finit de jouer, on va se pencher, puis on verra bien ce qui se passe et comment le public se dit, tiens, et si on applaudissait à la fin du spectacle? Alors, la question du moment où on commence à applaudir, elle n'est pas tout à fait claire. Tout simplement parce qu'effectivement, avant le XVIIe siècle, on a moins de sources sur la question du théâtre. Ce que je voulais vous raconter... il y a encore une passion qui est jouée aujourd'hui, c'est la passion d'Oberammergau, qui est jouée tous les 10 ans en Bavière. Parce qu'au XVIIe siècle, ils ont fait le vœu, après avoir été épargnés par la peste, ils ont fait le vœu de jouer la Passion tous les 10 ans. Donc encore aujourd'hui, on peut voir une grande passion, etc. Et en effet, là, les acteurs ne saluent pas et il n'y a pas d'applaudissements. Parce que là, je pense que c'est une volonté de se détacher de la notion de divertissement. C'est une action de grâce, c'est pour remercier Dieu. Donc il n'y a pas d'applaudissements, pas de salut. C'est effectivement pour moi, la première fois que je voyais un spectacle sans applaudissements. Alors, je sais pas si les mystères au XVe et XVIe siècle étaient applaudis. Je crois que la question... Non, ça, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais enfin, on a des traces sur les applaudissements à partir du XVIIe. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça n'existait pas. J'ai entendu dire, après, je sais pas, comme il y avait des historiens et des gens qui nous ont pas mal parlé, j'avais entendu dire qu'on tapait, les spectateurs tapaient dans les mains pour que l'interprète sorte du rôle. J'avais entendu parler de ça, et je l'aime bien celle-là. Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien, reviens à nous, et puis quelque chose, et de saluer. Ouais, c'est vrai que c'est très étrange, mais j'aime bien de faire revenir, de sortir du personnage, j'aime assez. C'est ça, parce que en fait, d'un point de vue anthropologique, on crée ce qu'on appelle une égrégore. Donc on est tous dans le même esprit. Et parce qu'on est tous dans le même esprit, on est tous dans un autre monde. Et il y a un moment, effectivement, il faut revenir dans ce monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, hypothèse de travail de l'anthropologue. On était dans l'unité, il y a une cassure et on doit la retrouver. Hypothèse. Puisqu'on est dans cette unité et que tout d'un coup elle s'arrête, c'est cassé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une vibration. Il y a une vibration que le public va donner en l'exprimant en Allemagne. Moi, quand j'étudiais là-bas, je m'étonnais qu'ils applaudissent en tapant sur la table, quoi, dans les trucs. Ça se faisait pas, donc les codes et les cultures se créent en fonction de l'environnement. Hop, ils applaudissent, ils m'envoient une vague. Bon, moi je suis là, je la veux pas ta vague, je te la rends. Et toi, tu me la rends. Bon, moi je te la rends. Et toi, tu me la rends. Bon, ça va finir. Et puis à un moment, c'est bon, ils en ont marre. Et puis ils sont revenus dans leur monde. Et c'est fini, il va bien falloir se lâcher la main et revenir dans notre mental. Et c'est quoi notre mental? C'est la chronologie. Et c'est la pire des choses. Elle est très bien, mais comme ce micro est très bien pour parler, sauf que nous, on va utiliser ce micro pour planter un marteau. Mais ça marche pas. Ça marche pour parler. Et nous, notre mental chronologique, rappelez-vous que Chronos, c'est celui qui mange ses enfants. On va l'appliquer pour tout, donc on va découper. Mais puisqu'on doit revenir à l'unité, on n'est pas bien. Et pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'on ne vit pas les choses en entier. Et là, je vous parlerai du Petit Prince, mais je le garde pour la conclusion. Des questions, oui. On vous écoute après, madame. Peut-être monsieur. Oui, donc le rite ordonne, il relie, il subordonne aussi, pour moi. C'est-à-dire qu'il crée des valeurs. Donc on est dans une... Vous avez abordé un peu le côté social, beaucoup le côté religieux, un peu le côté social. Il y a aussi un côté politique derrière. Voilà. Et il y a souvent une récupération des rites, effectivement, pour créer des manipulations, et des manipulations de masse aussi. Voilà, donc c'est le mythe, c'est en fait une histoire, c'est un récit qui à la base est créé par l'homme. Je veux dire, c'est l'homme qui dit ce récit-là. Donc c'est quelque chose. Au départ, c'est un peu du vent. Donc c'est un peu la. Je vais aller plus loin que vous. La réalité n'est rien d'autre qu'une folie partagée. À partir du moment où ces gens-là ne sont plus là pour nous rappeler qu'on est capable de créer d'autres réalités. Mais on a signé un contrat, on le sait. Quand on retourne dans le monde, on n'est pas super sûr. Il ne faut pas aller au théâtre trop souvent. Je vous pose la question, vous qui avez une culture théâtrale que je n'ai pas.
Moi, quand je regarde, la dernière fois, je suis sorti de la salle, quoi, tellement ça m'a ému. Quand je regarde du Shakespeare, je comprends que, voilà, il y a les deux protagonistes, allez, Roméo et Juliette, et puis il y a la société un peu plus grande, hein, il y a la famille, puis il y a les amis, puis il y a les gens autour, hein, donc là, on appellerait ça l'opinion. Et derrière, il y a les fantômes, il y a les spectres. Ce qui fait que, de façon un peu rétrospective, comme ça, comme des poupées russes, si vous êtes vraiment dedans, à la fin, vous vous retournez. C'est-à-dire qu'il y a un monde, et puis un arrière-monde, et puis un arrière-monde. Ça veut donc dire que le rite, c'est un peu l'escalier qui vous fait monter jusqu'au cratère du volcan. Il est très important. Mais plus vous allez proche du cratère du volcan, plus vous voyez qu'il est encore plus immense que vous pensiez, mais merveilleux. Le rite, ça vous sert à aimer sans posséder et accepter de ne pas tout comprendre. Malheureusement, s'il est utilisé à mauvais escient, c'est comme toutes les armes de guerre. Hein. Quand on connaît les fondamentaux de l'humain, soyons unis là tous ensemble pour qu'il reste vertueux. Oui, alors moi je voudrais comprendre quelque chose. Vous avez parlé de 3 pros, le dernier étant la progression, et vous avez écarté la comparaison avec le Maslow, la pyramide. Alors, est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce que vous considérez que la progression que les rites permettent corresponde à être utile à la dernière... Non. Ouais. Merci de me reposer, parce que c'est le truc, pardon, hein, mais je finis avec ça. Et je reviens sur ce que dit monsieur. En fait, le rituel, ça passe pas par le mental. Vous savez, c'est quoi? C'était Pascal? Je ne crois pas, enfin, je ne sais plus qui dit ça, mettez-vous à genoux et ça viendra. Je ne crois pas en Dieu. En gros, c'est cette idée de... C'est par cette chorégraphie qu'on se met dans l'ordre du monde. Si vous commencez à penser les choses, hein, à chaque fois, regardez une liturgie, quelle qu'elle soit, si vous commencez à les penser, vous ne les faites plus. Permettez juste le truc sur les Indiens ou pas? Pardon, les enfants. Après, je lâche, mais je m'étais promis de la sortir parce que... Donc je travaille beaucoup sur le foot, vous voyez, hein, j'ai l'air comme ça, mais non, enfin, je dis des mots plus grands que moi parce que ce sont ceux de mes maîtres. Mais moi, ma base, c'est d'avoir étudié la culture populaire. C'est pas une insulte, hein. Et le football. Alors imaginez, j'ai fait ça pour Canal, un reportage, ça s'appelait le foot n'est pas un sport de con. Puis ils ont dit non, alors bon, c'est pas grave d'aimer le football. Bon, ok. Bon, alors imaginez, moi, l'ethnologue, avec mes indigènes. En fait, c'est l'inverse. Je suis l'informateur de cette noble culture native américaine, les Indiens d'Amérique qui viennent, et je suis le fixeur, si vous voulez, quoi. Hop, et je les amène dans un truc pas loin de Cergy, enfin, Saint-Denis. Bon, il dit, putain, il n'y a pas beaucoup de nature, ces gens-là, hein, ils sont bizarres, ces blancs. Et puis alors, on voit tout d'un coup sortir de la brume comme un grand vaisseau. Je dis, oh, quand même, c'est pas une pyramide, mais c'est pas mal. Et là, il commence à entendre du bruit. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une cérémonie, ouais, il doit y avoir une cérémonie. Et là, il voit écrit Stade de France. Il dit, tu peux m'expliquer? Non, qu'est-ce qu'il y a écrit? On n'arrive pas à lire. T'inquiète pas, tu verras. Et là, on passe par un tunnel initiatique. On sort, donc on est dans l'obscurité. Et puis on arrive dans la lumière et on voit un pré à vaches. On voit un pré à vaches et puis il y a des lignes, on ne sait pas trop, on comprend qu'elles sont plus ou moins ordonnées, puis il me demande, je ne peux pas tout expliquer tout de suite. Et puis là, il regarde à gauche, il voit des bleus. Il regarde à droite, il voit des rouges. Il regarde en l'air, il voit plein de bleus qui tapent sur des tambours et qui hurlent, ils ont des pancartes, on ne sait pas ce qu'ils font, ils font des signes comme ça. Et il regarde de l'autre côté, il y a les rouges, ils sont tout aussi fous, mais ils ont d'autres chants. Ils me regardent, ils disent, vous êtes quand même bizarre. Hein. Et là, pire que ça, entre les bleus et les rouges, ils en ont 3 qui sont en jaune. Et parmi ces 2-là, il y en a 2 qui ont une aile d'oiseau orange. Et à un moment, il y a celui qui est en jaune et qui est au milieu et qui siffle comme un oiseau. Et à partir de là, tout le monde se met à courir sur le pré à vaches. Va chercher à interpréter ce rituel si tu ne l'as pas vécu avec les acteurs. Alors voilà que ce qui nous paraît incompréhensible a en fait beaucoup de sens quand on le ramène à ce que l'on a voulu vivre, et pas comprendre. Et pour nous, c'est tellement ancré que c'est évident. Bon, ben mettons-nous à la place de ces Indiens et ayons l'humilité, parce que le rite humilie. C'est ça le principe du rite, hein, c'est qu'il vous humilie, au sens humilité.
Il faut toujours être humble et, si vous voulez, suivre, faire des choses sans les comprendre. Et une fois que tu les auras compris, tu comprendras que tu as ta place, rien que ta place, mais toute ta place, comme si tu étais une note de musique dans une partition, parce que le rite est toujours collectif. Alors, les autres, c'est des habitudes. On peut avoir des rites, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est ça. C'est collectif. Et le principe du collectif, c'est que quand c'est mon tour, voilà, bah là, je sonne un peu trop, évidemment, donc je claironne, mais je dois sonner pour que tu puisses sonner, pour qu'on puisse sonner, et qu'enfin, vous nous entendiez non pas comme une note, mais comme un accord. Et que ça ne passe plus par le mental, mais que ça sonne dans le cœur et que vous nous voyez comme une unité. D'autres questions, Madame? Merci. Je pensais à ce que vous avez dit sur la question de la choséification des rites, c'est-à-dire comment elles peuvent se figer, s'arrêter. Et je repensais à Genep qui a écrit les rites de passage qui montre que si on ne réactualise pas les rites en fonction des enjeux, et c'est ça que je cherchais à repérer dans vos discours très intéressants d'ailleurs, la question des enjeux. Quand on met en perspective les rites par rapport aux enjeux qu'ils sont censés condenser, il me semble qu'on arrive très vite à reformaliser différemment. Et c'est pareil en architecture, c'est pareil en art, c'est cette façon d'associer de la création contemporaine à du patrimoine, c'est de toujours réfléchir à des modes d'articulation qui permettent aux contemporains que nous sommes de pouvoir s'y associer et surtout de pouvoir y passer. Et je repensais justement au rite de mariage qui évolue parce que laïcité grandit, et heureusement, et que effectivement par rapport à toutes les nouvelles formes de partage et de communauté, eh bien, on a été obligé d'inventer des formes d'union, des formes de ritualisation, de fêtes qui permettent à tout le monde aussi de les accepter, de mieux comprendre qu'on peut se marier aujourd'hui jusqu'à même avec des éléments naturels, parce qu'évidemment le mariage gay est heureusement assez accepté. Mais aujourd'hui, il y a aussi des rites pour se marier avec des montagnes, des lacs. Et ça, je trouve que c'est une ouverture sur la fiction qui est assez géniale. Voilà. Donc je pense que la question des enjeux est assez importante. Et notre nécessité de poésie et de fiction aujourd'hui est telle que ces rites sont là pour pouvoir les formaliser, quoi. Voilà. Tout à fait. Et juste un exemple de ça qui me vient en tête, c'est le Elefsina Mysteria, c'est les mystères de Elefsina, de Elefsis. Vous voyez, qu'est-ce que c'était? C'était une litanie, donc beaucoup de gens, des Athéniens, partaient d'Athènes. Et il marchait pendant, je sais pas, une journée, 2 journées, pour arriver à Elefsina, donc une ville une demi-heure loin d'Athènes. Et il faisait cette litanie en dansant, en jouant de la musique, en chantant. Et après cette litanie, c'est l'orthodoxie, donc l'Église. Donc c'est là où ça devient dangereux, beaucoup, parce que ça contrôle la pensée, évidemment, et ça fige les choses, a pris cette même litanie, la façon dont ça se faisait en Grèce, et il l'a appliqué à ce qu'on appelle l'épitaphe pendant Pâques en Grèce. Donc quelque chose de très particulier, très religieux et très figé, et lequel personne ne touche. Hein? Donc, en effet, si on va en arrière, donc avant l'Église et avant l'orthodoxie, et on étudie les mystères de l'Elefsina, on trouve des merveilles de rituels, justement, et de communs, et de... Ouais.
Et dans ce que vous dites, effectivement, on voit bien effectivement l'évolution, mais aussi toute la rythmique de la vie avec ce rite de la naissance, après qui peut aussi passer par la religion, du mariage, des funérailles. Il y a vraiment toute une rythmique de la vie à travers ces rituels. Ce qui est beau, ouais, c'est que c'est des marqueurs aussi pour... En fait, c'est marrant, moi je me suis marié, j'étais pas très pour. Et en fait, je me suis dit, c'était très fort, en fait, parce que tout d'un coup, c'est des marqueurs pour nous et pour tout notre entourage. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, c'était à ce moment-là, au mariage, je me suis dit, mais on fait profondément, notre métier est profondément un rituel et un rite. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Là, quand je vous entends parler, ça me fait, vous devez peut-être connaître, Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est où en fait c'est une communauté, c'est en Afrique. Il faut vraiment voir ça, hein. Parce qu'en fait ils jouent la locomotive et en fait il y a tout le vocabulaire et tout ce qui vivait pendant la colonisation aussi. Où je préfère pas trop vous en raconter parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir de comment. Est-ce que vous voyez ce film ou pas, non? De Jean Rouch. Oui. Oui, non, mais c'est assez extraordinaire et c'est très en écho avec tout ce qu'on se raconte. Et eux, le rapport où ils sont dans un métier, et tout d'un coup, la question de la transe pour le rite et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez extraordinaire et qui m'a beaucoup nourri, moi, en tant qu'artiste ensuite, de comment on le fait pour soi et pour l'autre aussi. Et cette question de la transe, parce que j'ai beaucoup travaillé, juste pour faire un lien, j'ai beaucoup travaillé sur l'art brut. Et en fait, j'ai même fait un spectacle sur du théâtre d'art brut, ce qui pourrait être théâtre l'endroit de l'on voit, et art brut qui serait cette chose d'intime et que souvent les artistes d'art brut, leurs œuvres disparaissent et c'est surtout pas adressé. Et donc c'était cette dualité qui m'embêtait. J'avais bien blindé ça avec des dramaturges. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est ce geste, en fait, ce geste créatif, ce geste pur qui n'est pas adressé. Et ça me fait penser, j'avais vu moi à Prague un mariage avec un rite orthodoxe. Bon, c'était un peu costaud. C'est carrément le mariage s'est fait de dos. Tout le rituel a duré 1 heure et tout était dos à nous. Et en fait, tout était adressé à Dieu. On était là. C'est comme j'étais aussi allé à Bali et j'avais découvert le legong et le topeng, qui est un art balinais, où en fait ils le font tout pour Dieu. Et en fait, à un moment, il y avait une anthropologue japonaise qui était venue voir ça, mais il fallait qu'elle soit derrière un peu des feuillages. Il fallait pas gêner le rapport au rituel et ce qui était adressé à Dieu, les musiques aussi, le gamelan, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Et en fait, en Indonésie, c'est vraiment tout est adressé à Dieu. Et puis s'il y a quelqu'un qui passe, il faut qu'il soit un peu discret, quoi. L'adresse, en fait, c'est quelque chose que j'avais trouvé assez bouleversant. Ouais. D'autres questions? Non, tout va bien. Alors je ne vois pas. Ah oui. Bonjour, du coup, moi je suis aux Beaux-Arts et vraiment ma recherche porte vraiment sur le théâtre et l'humain. Et il y a surtout, dans tout ce que vous avez parlé, il y a la question de la mise en scène de la vie quotidienne qui me parle énormément et comment le théâtre régit à peu près toute la sociologie. Après, il y a la société du spectacle de Guy Debord qui nous dit que la société capitaliste nous impose des spectacles et des accumulations de spectacles. Et après, il y a Jung qui parle beaucoup du masque social. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà de base... le théâtre ne serait pas quelque part inscrit dans notre inconscient, même pour ceux qui ne le pratiquent pas, et dans notre inconscient d'humain dans tous les cas, un peu. Après, je te fasse. Oui, alors effectivement, ce qui est très très impressionnant, c'est que c'est la métaphore théâtrale court dans toute l'anthropologie, de l'ethnologie, la sociologie, voilà. Donc trop, mais je te laisse continuer si tu veux. Mais effectivement, bien sûr, alors, vous avez parlé d'inconscient, c'est ça? Oui. Je ne sais pas, mais c'est vrai que oui, ce qui est extrêmement frappant, c'est que tout le vocabulaire du théâtre, et je parlais aussi de jeux de rôle, etc., tout le vocabulaire du théâtre structure toutes les sciences sociales. Même en sociologie, on parle d'acteurs en soi, donc il y a un truc qui nous pousse à l'action. Okay. Oui. Et donc, si on va jusqu'au bout, les rites, en tout cas les rites initiatiques, initiare, c'est débuter pour ne jamais finir, servent à ça. Déconstruire l'humain, puisqu'on a compris qu'il s'était construit. Je me construis grâce à l'identité. L'identité, c'est identique à, il me faut un miroir. Je me construis grâce à une identité, 2 identités, 3 identités, et puis ensuite, j'arrive à faire de moi un personnage social, qui fait que l'identité est narrative, Paul Ricoeur. Si je ne peux pas me raconter, qui suis-je? Là, on me dit, c'est pas ça. Essayez de faire en sorte que vous ne puissiez pas me dire, bonjour, je suis
Étudiant, je suis ceci. Vous ne pouvez pas vous raconter. Bon, c'est une maladie, ça s'appelle Alzheimer, il y en a d'autres. C'est être enfermé dans un éternel moment présent sans en avoir conscience. Parce que il faut quand même pouvoir augmenter son sentiment d'existence. Alors c'est quoi, finalement, le bout du bout des rites qui tendent vers le sacré? C'est justement déconstruire ces personnages. Je vais encore citer Shakespeare, mais honnêtement, je ne sais pas d'où il la sort. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me le dire, je le dis maintenant, j'avoue mon inculture. Le monde est un théâtre et les femmes et les hommes qui s'y meuvent ne sont que des acteurs. Vous saurez peut-être me dire où c'est qu'il l'a dit. Mais il faut donc enlever, vous savez que masque, ça veut dire persona, ça veut dire masque. Enlever les différents masques pour trouver son identité réelle. Et son identité réelle, c'est celle qui va nous ramener à quelque chose de plus grand. C'est comme si vous aviez une clé en vous qui vous permet d'ouvrir la porte du monde et de vous sentir la goutte dans l'océan. Eh bien, comment on fait? Je vous donne un exemple. C'est l'histoire du pèlerin. J'emprunte ça à Buren Chenas, le philosophe alchimiste, si vous le connaissez. C'est très drôle. Son analyse, elle est très parlante pour moi. Et ça va revenir sur le Petit Prince. Ce serait bref. Vous avez 2 heures? Le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Donc il va se peler, il va enlever ses peaux, il va enlever ses masques, si vous voulez, pour justement se déconstruire, pour savoir qui il est. Merci pour cette question. Et il va se peler pour enlever 7 couches. Comme par hasard, toujours pareil, 7 couches, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand on se pèle, on va à Saint-Jacques, on fait un pèlerinage. Le pèlerin fait un pèlerinage, d'accord? Et il va à Saint-Jacques de Compostelle-là. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, quand on marche, on va marcher jusqu'à passer à un endroit qui s'appelle l'arbre du temps. Parce que s'il fallait être quantitatif, se mesurer à l'aune de ce que je peux produire, eh bien, c'est pas la peine. Vous faites ça sur un tapis de cours chez vous, et puis c'est bon, quoi. Donc, il faut marcher assez et assez et assez encore pour démarcher. Le profane marche et l'initié démarche. Donc, vous coupez, vous avez compris. Je suis dans un rituel, je me coupe du temps linéaire. Et je suis non plus sur un cercle. La transmission, c'est l'esprit, il ne s'agit pas de répéter. Sinon, vous êtes enfermé, c'est le même mot. Il faut sortir de cet enfer et justement faire en sorte que ce cercle devienne une spirale. Et cette spirale ne vaut que si vous êtes axé autour de cette spirale pour pouvoir monter et descendre. Eh bien, on se pèle jusqu'à passer l'arbre du temps. Là, le temps n'existe plus. Et vous savez que sous votre pied, il y a un os qui s'appelle l'astragale. Gale, ça a donné galerie, ça a donné galet, c'est la pierre. Astre, ciel. Donc, voilà que le pèlerin marche en actionnant un petit pivot sous son pied qui va du sol à la terre, du sol à la terre, du sol à la terre, du Gale à l'astre, du Gale à l'astre à Gale, pour arriver à Compostella, composte la terre et les étoiles. Donc vous allez partir sur un chemin, pensant marcher, vous allez démarcher, sortir du temps, vous enlevez toutes vos peaux et vous serez purifié et initié à partir du moment où vous serez arrivé au Finistère, à la fin de la terre, là où le sol rejoint les étoiles et où l'horizon n'est plus rien d'autre que vous-même. Oui, ça va attendre. Non, mais c'est une démarche tout à fait. Et à chacun son chemin. Je vous en prie. Je vous en prie. D'autres interrogations? Alors, en haut, oui, voilà, on vous voit mal, mais j'ai vu une main. Merci. Bonsoir. Vous parliez du chemin du pèlerin. Est-ce que pour vous, ça serait une similitude avec la purgation des passions, c'est-à-dire la catharsis au théâtre? Alors, alors attendez, je vais vous faire préciser votre question. Quel lien vous faites entre le chemin du pèlerin et la catharsis au théâtre? Très bien, ça. De ce que j'ai compris de ce que monsieur a dit, un pèlerin s'enlève de ses peaux, s'enlève du mal qui peut être en lui. Au théâtre, c'est un petit peu la même chose. Dans les tragédies grecques, en tout cas, on parle de catharsis, c'est pour faire purger les émotions des spectateurs, mais pas que. C'est aussi ceux des acteurs ou des réalisateurs, des acteurs du théâtre, finalement.
Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est un chemin à parcourir? Je ne sais pas. Moi, non, c'est intéressant le lien que vous faites. Moi, je ne le vois pas finalement, parce que cette question de la catharsis, disons de la purgation ou de la purification, il y a des débats de spécialistes sur la façon de traduire de ce que c'est que cette purge ou cette purification. Donc peut-être Argiro a des réponses plus précises que moi. La question du théâtre, c'est qu'effectivement, il y a quand même une médiation. Et la médiation, c'est les acteurs, c'est le théâtre. Voilà, on est quand même médié avec l'invisible par les acteurs. Donc c'est là où quand même il me semble qu'il y a une différence là dans le rituel. Au théâtre, il y a les acteurs. Moi, c'est juste un truc à dire par rapport à l'acteur et le travail de la catharsis. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on croit qu'au théâtre, on apprend, en fait, pour devenir un interprète, un acteur, une actrice, c'est qu'il faut enlever, en fait. C'est tout un travail d'enlever toute une vie. En fait, on épluche. Et en fait, moi, je travaille avec des acteurs assez âgés, et eux, ils me disent, c'est fou, là, maintenant, on me l'avait dit, les vieux acteurs me l'avaient dit, mais c'est un travail, j'ai l'impression de plus rien faire. Et en fait, il me dit, et là, je sens que je touche au cœur les gens. Et c'est intéressant, un travail d'une vie, et même le travail, je pense que pour qu'une soirée soit forte, c'est-à-dire on faut déconstruire plutôt que construire un personnage. Par exemple, il y a des mots sur la théorie théâtrale, moi c'est une pensée que j'ai moi sur le théâtre, c'est-à-dire si on veut que l'homme vienne voir l'homme, regarder l'homme, se reconnaître et qu'il y ait la catharsis, et qu'on puisse se reconnaître dans Oreste qui devient fou en criant, en devenant fou, il y a cette chose-là, et en fait c'est qu'est-ce qu'on convoque en soi et qu'est-ce qu'on fait vivre dans la salle, quoi. Voilà, la spectatrice et le spectateur, en fait, il vient pour cette catharsis. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il y a ce chemin du dénuement, en fait, et de se reconnaître. C'est-à-dire que moi, au théâtre, je suis pas très touché quand je vois des gens qui construisent beaucoup. Et là, par exemple, si vous venez cette semaine, là, je travaille avec des artistes en situation de handicap mental. Je sais pas pour faire Si, je trouve que l'inclusion est très belle, mais moi, j'avais surtout envie de travailler avec eux parce que au début, je travaillais avec eux, je me sentais en 2D. En fait, je trouvais que je n'existais pas. Et ils ont un tel rapport à la puissance de leur imaginaire, ils ont pas d'entrave, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont ce rapport à ils ont un salaire d'employé, de travailleur social avec les AT et tout ça. Mais eux, ils ont pas trop. En fait, ils disent nous. On a presque pas de famille. En fait, toute notre charge vitale, elle est dans le théâtre. En fait, eux, ils mettent toute leur énergie là-dedans. C'est comme quand je vous dis que vous n'avez pas à gérer les jambes. Peut-être il y a le cœur et il y a la respiration à gérer, comme sinon ça marcherait pas là, le corps humain. Mais voilà, c'est cette pensée, c'est ce rapport à la pureté, en fait. Et donc c'est, je sais pas, le pèlerinage, il y a quelque chose là-dedans de ce don par le chemin qu'on fait aussi. Vous venez aussi au théâtre où là, vous venez avec de la construction, vous venez avec des problèmes, tout ça. Et bon, moi ma clé, c'est par le rire, on peut fendre l'armure. Et on peut pleurer parce qu'on a ri avant. Moi, c'est ce que je défends. Mais au théâtre, quand même, on vient aussi pour être désarmé et se laisser voir la catharsis dans le sens noble du terme. Moi, je voulais juste... Je vois le lien, le pourquoi de cette pensée, mais je vois des différences quand même, parce que je pense que la catharsis concerne les spectateurs, non pas les acteurs. Et donc, on est dans un rapport, en fait, déjà, et c'est dans ce rapport, dans ce dialogue, certains, les interprètes font quelque chose qui est lié à ça, à laisser, à se dénuder, pour que les spectateurs traversent un parcours plutôt psychique, je dirais, dans ce cas-là. Monsieur. Par rapport au pèlerinage et le fait de se dépouiller, quelle est la part de l'intentionnalité? C'est-à-dire, est-ce que pour marcher et démarcher et aller, il faut à tout prix se peler comme l'oignon? Ou est-ce que c'est le résultat
qui va arriver au bout du chemin. Et par rapport à l'existence, qui est une autre forme de sortir un peu de soi, enfin sortir de exister, c'est quand même être hors de soi. Voilà. Est-ce que pour autant on n'est pas tenu d'arriver jusqu'à s'enlever toute... voilà, on peut être... on peut exister... Enfin, c'est une question, voilà. Quel est éventuellement le lien avec ce mot un peu bizarre qui est exister? Vous l'avez très bien dit, le rituel, c'est par la pratique qu'il nous permet de sortir de nous-mêmes. Mais il ne nous permet pas vraiment de sortir de nous-mêmes, mais de nous laisser sentir l'autre Cologne, de libérer le spiritus. Si je prends ce verre ici, là, vous voyez, il y a la matière. Nous parlions, Olivier et moi, de Rabelais, que nous adorons tous les deux, et il joue avec ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Donc entendre au-delà des sens, au-delà de l'étymologie, au-delà de la signification, le bruit que ça fait, âme à tiers, un tiers d'âme, deux tiers d'autre chose. Là, j'ai mon verre, c'est le corps, corpus. À l'intérieur, imaginons que ce soit du vin, c'est plus sympa que de l'eau. Voilà, c'est vivant, l'anima, que je vais appeler l'animus pour aller vite. Et puis là, faites comme moi. Vous le sentez? On le sent, le vin. Pourtant, on ne le voit jamais. Comment on appelle la catégorie des alcools? Surtout des alcools forts, les spiritueux. Corpus, animus, spiritus. Ce spiritus, c'est ce qui fait qu'il y a 100 000 milliards de cellules, peut-être, je ne sais jamais le nombre, dans votre corps. Et pourtant, sauf excès la veille, quand vous vous levez le matin, vous avez plus ou moins toujours le même corps, le même visage. Et essayez de faire une réunion d'anniversaire avec 10 copains. Vous allez voir comme c'est compliqué. Et pourtant, donc, il y a en nous quelque chose qui fait que nous sommes cohérents. On continue à, justement, rassembler. Ben, si on se rassemble, c'est parce qu'il y a cette force qui s'appelle l'esprit. Et cet esprit-là, quand on l'oublie quand on est uniquement fonctionnel, on oublie quand on est pratique, on oublie quand on est que horizontal, on l'oublie quand on est que vertical, quand on n'a pas l'équilibre entre l'âme à tiers, 33% de ce que vous voulez, et puis je laisse le pourcent restant pour la métaphysique de chacun, eh bien, il faut pouvoir le libérer pour l'exprimer. Tac. Ça veut dire qu'il y a en vous ces trois dimensions, et que en agissant, c'est de la vie, c'est de la pratique, c'est Saint-Exupéry. Et il faut pratiquer, il faut se confronter, parce qu'on se confronte à la vie, il faut se purifier sans cesse, parce qu'évidemment, puisque je me confronte, je me salis et je dois me laver. Et encore une fois, un cycle, un rituel, c'est ça, c'est marcher, marcher, marcher jusqu'à démarcher, pour enfin arriver au secret du Petit Prince. Il nous le dit tout de suite, il est très simple, mon secret. Vous connaissez. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec son cœur. Et bien pour arriver à voir le monde avec son cœur et à se rappeler que les sens sont les clés d'entrée de l'être, il faut une expérience théâtrale, il faut se sentir appartenir à quelque chose qui nous dépasse sans nous écraser, qui nous englobe sans nous noyer. Et pour faire ça, et je réponds un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, il faut pratiquer. La catharsis marcherait si c'était dans les deux sens. Si vous êtes que dans votre tête, ça ne marche pas, ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Et ça, dans nos sociétés où on dit que les plus intelligents sont ceux qui pensent le mieux, eh bien, on nous a enfermés et en plus, ils nous dirigent. C'était gratuit, ça, mais voilà, on coupera. On coupera. J'arrive pas à m'empêcher de participer. Je suis professeure de yoga, c'est une de mes activités. Et du coup, quand on parle de la pratique, c'est quand même très très intéressant parce qu'on rencontre des gens qui ont lu tous les livres sur le yoga, qui n'ont jamais pratiqué le yoga et qui nous expliquent ce que c'est que le yoga super bien. Et en fait, on dit beaucoup en yoga que sans pratique quotidienne, ritualisée, en collectif, on n'avance pas grand-chose. Et il y a quelque chose de très fort en yoga qui m'a traversé et qui fait écho avec ce que vous venez d'évoquer sur la dépelure ou l'enlever, qui s'appelle neti neti, qui vient du sanskrit, qui est une pratique très très ancienne, qui consiste à enlever tous nos masques et à considérer qu'on n'est ni l'enfant de ses parents, ni le parent de ses enfants, ni la sœur de ses frères et sœurs, ni la fonction sociale qu'on occupe. Et de faire cet exercice régulièrement, ça amène peut-être à l'essence ou à l'existence. Enfin, je ne sais pas, après je vous laisse avec des termes qui me dépassent largement. Mais voilà, si vous voulez chercher ce que c'est neti, ça existe et c'est une pratique très très ancienne. Vous n'avez pas une Citroën grise? Parce qu'hier soir,
mec un peu bizarre. Non, mais parce que hier soir, en me promenant, l'ethnologue que je suis, j'observe tout, et j'ai vu une Citroën avec derrière écrit Neti Neti, méthode unique contre le stress. C'est vous dire. C'est vous dire. Alors je me dis, non, mais c'est l'univers qui m'envoie un signe. C'est comme la musique. Avant d'être musicien, et peu importe, il n'y a pas besoin de jouer un instrument compliqué. Pour être musicien, il faut répéter ces nombres d'heures, ou alors vraiment comprendre que les sens sont la clé d'entrée de l'être. Si vous êtes en train de décomposer votre partition à chaque fois, vous serez un très bon instrumentiste, mais jamais un vrai musicien. La musicalité, c'est ce qui vous relie à quelque chose d'autre. Vous êtes bien, j'imagine que quand on joue au théâtre, c'est pareil. On est bien quand on se sent porté par les autres, mais vers quelque chose de plus grand. Et la somme des parties est bien moindre que le tout. C'est ça qu'on recherche tous, non ? Ça, c'est un message d'amour. Et tout simplement, oui, fraternité, oui, non, ça veut dire l'amour, quoi. Mais l'amour, c'est aime ton prochain comme toi-même, ton prochain et ton prochain toi. Commence par faire tout ça et puis tu verras que ce sera mieux. D'autres réflexions ou questions ? Toujours. Oui, finalement, jeune homme. Et du coup, je suis en train de dire aussi que la transe, qu'elle soit dansée ou au théâtre, sert souvent à faire le lien entre les dieux, les divinités, les esprits, par exemple les chamans dans certaines sociétés. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de me dire que même chez les Grecs, à l'oracle de Delphes, avant les batailles, il y avait les dieux qui venaient s'incarner par les danseurs ou les comédiens en transe. Et je trouve ça assez fou que même pour parler de Jean Rouch et les maîtres fous, il y a cette question du vaudou aussi, et de comment on incarne ses propres démons, qui sont des démons presque psychologiques, qui existent de l'ordre de l'invisible, et que donc, je trouve hyper intéressant dans cette manière d'aborder les choses. Comment le théâtre vraiment peut vraiment faire le lien entre le sacré, entre l'invisible et le visible, et il y a des choses qui se passent là-dedans qui m'intéressent vachement. Je ne sais pas si vous avez des trucs à dire ou quoi, mais c'est vraiment cette question de la transe aussi qui est super intéressante dans la manière de faire le lien du coup entre le vertical et l'horizontal, entre le visible et l'invisible, et comment le théâtre presque rend quelque chose de sacré, même si c'est pas. Maintenant on a une vision athée aussi qui parle plein de choses, mais du coup ouais, je trouve ça hyper intéressant. C'est ce que ça me fait rire. Voilà. Juste une petite phrase. J'enlèverais ou je changerais le mot sacré avec métaphysique. Moi, j'ai un très bon ami poète qui me disait que chaque chose qui n'a pas un aspect métaphysique meurt très rapidement. Et ça rejoint ce que vous avez dit, je pense. Très bien. Merci. Merci à tous. Je vous rappelle que dans le cadre de ce thème Y croire, demain soir, il y aura une représentation du travail d'Argiro Ciotti, sa création Haute-Cologne. Mercredi, jeudi, vendredi, le péplum médiéval d'Olivier Martin-Salvant, avec, il me semble, la possibilité d'échanger avec la troupe jeudi soir. Hein. Voilà, et vous pouvez retrouver aussi dans le hall du Liberté les ouvrages relatifs à ce thème. Et je vous remercie d'être venus.